La guerre en Syrie, la Russie est au centre du jeu diplomatique et militaire, mais quels sont les objectifs de Vladimir Poutine? On en parle dans le grand angle, 64 minutes, avec nos invités. Et deux invités avec nous en plateau. D'abord Annie Daubenton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste, vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes spécialiste de la Russie, des livres sur la Russie et sur l'Ukraine, d'ailleurs deux pays où vous avez vécu plusieurs années. Et puis en face de vous, Samir Aïta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-syrien, ingénieur de formation, économiste, président du Cercle des économistes arabes et membre du Forum démocratique syrien. Alors la Russie semble plus que jamais au cœur de cette crise syrienne. L'armée russe, on le sait, a renforcé de manière spectaculaire sa présence militaire en Syrie. Depuis 3 jours, les avions russes multiplient les frappes sur le territoire syrien. Chapeau l'artiste, on peut le dire. Vladimir Poutine est un maître tacticien. Ce qui intéresse la Russie, c'est peut-être d'abord de garder ses bases militaires en Syrie. C'est la première question, plus d'ailleurs que le sort de Bachar el-Assad. C'est ça qui l'intéresse à Vladimir Poutine, de garder son influence en Russie. Poutine est un stratège, à mon avis. Il vient, il intervient, il a un temps limité parce que l'opinion publique russe ne lui permettra pas de jouer dans la durée. Il va faire une action spectaculaire, c'est mon pronostic, essentiellement contre Daesh, mais pour restructurer l'État syrien, quand on parle de conserver les structures de l'État syrien, on parle surtout de l'armée, donc il prend en charge l'armée pour la remettre en place, pour faire de l'ordre qui serait un ordre supérieur à celui de Daesh. Dans le chaos ambiant en Irak et en Syrie, le seul ordre existant, c'est Daesh. Annie Daubenton, c'est quoi l'objectif de Poutine aujourd'hui en Syrie? C'est de préserver son influence? Il y a plusieurs objectifs. Certes, il y a le coup stratégique, médiatique, qui est tout à fait spectaculaire. Mais je dirais aussi, de façon moins glorieuse, qu'il y a une sortie par le haut. C'est-à-dire qu'il fallait se sortir du bourbier du Donbass. Et également... Donc vous faites le lien avec le dossier ukrainien, évidemment. Ah oui, bien sûr. Et également apaiser, si je puis dire, l'opinion occidentale et surtout aspirer à la levée des sanctions. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que la situation de Vladimir Poutine, certes pour l'instant, est assez bien gérée sur le plan de l'image, mais derrière il y a quand même une très grande fragilité sur tous les fronts, c'est-à-dire sur la situation économique en Russie, sur la manœuvre en Syrie qui reste à prouver, c'est-à-dire le caractère positif de la manœuvre reste évidemment à prouver sur le terrain. Et puis, une situation dans le Donbass, on ne parle même plus de la Crimée, pourtant il va falloir en parler un jour, une situation dans le Donbass qui est en cours de règlement, mais qui prouve aussi, effectivement, que sur le plan militaire, les deux dossiers sont liés. Mais vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Samir Aïta, que l'opinion publique russe pourrait... basculer, ne pas donner un blanc-seing à Poutine très long? L'opinion publique, on l'a déjà. Il y a déjà eu un sondage de Levada, du centre de sociologie Levada, qui montre que l'opinion russe est beaucoup moins enthousiaste que pour l'équiper en Ukraine. Il y a une opinion publique en Russie? Écoutez, oui, elle est muselée, elle ne s'exprime que très difficilement de façon indépendante, mais bien sûr, quand même, elle existe, bien sûr. Il y a des citoyens qui réfléchissent, pensent, et malgré la propagande énorme... il reste très populaire, Poutine, dans son pays. Ce n'est pas la même chose. La Crimée est considérée russe par les Russes. Une partie de l'Ukraine est considérée comme russe, pas pro-russe. D'accord, mais donc la Syrie pourrait lui faire perdre très rapidement cette popularité? S'il rentre dans un bourbier de confrontation avec les autres acteurs, vous avez en Syrie, pour simplifier le problème, c'est une guerre des puissances régionales et internationales par Syriens interposés. S'il rentre dans ce jeu comme un acteur, il va perdre parce qu'il va s'engloutir dans un jeu qui est sans fin. S'il rentre avec l'accord de la Maison-Blanche, et je dis bien de la Maison-Blanche, pas des États-Unis, pour apporter avec la Maison-Blanche une solution, il doit le faire rapidement. Mon impression, c'est qu'il est en train de le faire. Aujourd'hui, ils ont bombardé Raqqa. Il est inimaginable de voir des avions russes se promener à côté des avions américains, bombarder le même endroit, sans que ça discute très très sérieusement entre les deux parties. On sait qu'il y a des discussions très très importantes entre les états-majors. Il est en train de... Si Vladimir Poutine engage la Russie comme il le fait en ce moment en Syrie, c'est pas pour faire de la figuration. Vous parliez d'un coup, vous attendez à quelque chose de spectaculaire? Absolument. Mais à la différence des autres puissances qui
En Irak comme en Syrie, bombarde avec des avions, etc. La guerre ne se gagne que sur le terrain, avec des forces sur le terrain. Alors, le terrain, aucune force étrangère ne viendra mettre des troupes sur le sol syrien. On parle quand même des Iraniens, qui pourraient éventuellement... Oui, mais les Iraniens, ils sont rentrés dans le bourbier syrien, ils ont perdu beaucoup de gens. Je vais vous raconter une anecdote. Aujourd'hui, les avions russes bombardent une base d'aviation qui a été prise par Al-Nosra il y a quelques semaines. Or, il y a des officiers iraniens qui sont à l'intérieur de la base. M. Poutine, il ne regarde pas le détail, donc il veut éliminer les gens qui contrôlent la base. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que l'Iran pourrait envoyer des soldats sur le terrain en Syrie? C'est une hypothèse qui circule ces derniers jours. Ils ont des milices pro-iraniennes, donc contrôlées, mais rentrer l'armée iranienne directement en Syrie, je ne pense pas. Vous n'y croyez pas non plus? Vous savez, là, ma compétence est limitée pour donner une autre image de ce conflit, puisqu'après tout, c'était l'après-midi de rencontres au sommet entre les présidents russes, ukrainiens, français et la chancelière d'Allemagne. Dans le Donbass, il y a des drapeaux syriens maintenant. Et on recrute dans le Donbass des mercenaires pour aller se battre en Syrie. Et des responsables des territoires séparatistes sont en train de vivre ce qu'ils appellent une rotation. Et les plus expérimentés partent au Moyen-Orient. Donc il y a là, qu'on le veuille ou pas, effectivement... Ce qui est aussi drôle, c'est qu'il y a des Tchétchènes des deux côtés, des Tchétchènes entraînés par les Turcs qui se battent de côté de l'opposition et des Tchétchènes pro-gouvernement russe qui se battent avec les milices du gouvernement. Fabrique des professionnels. Annie de Breton, une question pour revenir sur le terrain politique, si j'ose dire, en Syrie. Comment se fait-il que Bachar el-Assad puisse se maintenir au pouvoir malgré la guerre? Il contrôle encore son clan, il est encore indispensable. Vous savez, il s'est passé une révolution au début des événements en Syrie. Cette révolution a été trahie, c'est dommage, par certains politiciens qui se sont associés avec des pays, c'est-à-dire c'est un peu la France, la Turquie et le Qatar qui ont fabriqué ce qu'on appelle la coalition et avant le Conseil national. Et ils en dépendent, donc ils ont perdu un peu leur indépendance d'action. Une révolution ou une prise de pouvoir ne se gagne que si on gagne le public du côté opposé. Or, cette opposition n'a été capable ni de gagner les Kurdes complètement à elle, ni de gagner les Alaouites complètement à elle, ni même de gagner les Druzes. Personne n'a fustigé, par exemple, à la coalition, que les troupes d'Al-Nosra ont attaqué les villages druzes qui sont à côté d'Idlib, et les ont chassés, etc., détruit leur lieu saint, ni le fait que ça soit Al-Nosra qui est la force de base des attaques de l'opposition. On dit victoire de l'opposition. Mais Al-Nosra est un acteur essentiel. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Al-Nosra, c'est plus que Daesh. Daesh a été considéré comme renégate parce qu'elle occupe du terrain par Al-Qaïda, alors qu'Al-Zawahiri a considéré Al-Nosra comme les vrais Al-Qaïda. Donc l'opposition ne propose pas d'alternative au pouvoir de Bachar el-Assad. Si Bachar s'en va, qui prend sa place? Aujourd'hui, personne. Aujourd'hui, je pense que les puissances, même occidentales, qui ont fabriqué et aidé l'opposition, ils savent très bien qu'elle n'est pas capable de gouverner toute seule. Donc, il y a une solution à mettre en place dans le cadre de Genève 1. Si on parle par exemple de la réunion entre M. Hollande et M. Poutine aujourd'hui, la France soutient une partie de l'opposition, la Russie soutient Bachar el-Assad une autre partie de l'opposition. S'ils ne se mettent pas d'accord entre eux, pour arriver au groupe de contact que prône Stéphane de Mistura, il n'y aura pas de solution de transition. Alors, vous parliez tout à l'heure de la question des sanctions occidentales. Alors, je reviens au dossier ukrainien. Vous pensez clairement que dans la stratégie de Poutine, c'est peut-être on pourrait dire, mon soutien à la guerre en Syrie en échange d'un allègement des sanctions qui frappent la Russie? Les choses ne sont pas dites de façon aussi carrée, parce que ça serait presque choquant. Mais il est tout à fait évident que, étant donné la situation économique de la Russie et les difficultés qui peuvent encore advenir, c'est une sorte de régression économique qui peut continuer 2016-2017 selon les experts. Il est évident que là, il faut quand même stopper un
processus qui devient terriblement dommageable. Donc il fallait sortir, bien sûr, et de ce point de vue, les accords de Minsk, qui quand même depuis le début étaient très favorables à Moscou, ont facilité cette sortie du dossier ukrainien. Et bien sûr de zapper, si je puis dire, sur un autre terrain. Je crois on va rester là parce qu'on ne va pas refaire... Encore un dernier mot peut-être de conclusion? Oui, juste une remarque. Je pense que Poutine est conscient que Bachar ne pourra pas gouverner la Syrie après une certaine période. Oui, mais il est rentré dans le jeu pour changer un peu la règle du jeu et aboutir à quelque chose. Une partie de l'opposition fustige la Russie en disant l'invasion russe, etc. Et une autre partie fait alléluia. Il faut être prudent. C'est un jeu où Poutine joue gros, donc il y a un risque où il rentre dans le conflit très gros. Oui. C'est jamais la Russie n'est intervenue aussi fortement en dehors de sa zone d'influence avec des avions, des troupes, etc. Donc il faut attendre un peu pour voir comment cette action militaire va avoir des conséquences diplomatiques qui peuvent peut-être sauver la Syrie du chaos depuis 5 ans. Merci à tous les deux. Merci à Didier Banteau. Merci Samir Aïta d'être venu sur le plateau du 64 minutes. D'ailleurs, pour en savoir plus sur ce dossier syrien, je vous renvoie non seulement à notre site tv5monde.org et aussi sur le site le1hebdo.fr avec un portrait de Vladimir Poutine, le tyran majoritaire signé Marc Duguin. Le 1, vous le savez, c'est tous les mercredis en kiosque.